Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de tous les romans que j'ai lus en novembre. Habituellement, pour mes updates de lecture, j'aime bien faire un classement soit du meilleur roman au pire que j'ai lu ou le contraire, mais cette fois-ci, je vais simplement vous présenter mes lectures selon l'ordre dans lequel je les ai lues. Comme ça, vous pourrez peut-être remarquer que la première moitié de mon mois de novembre a été nettement plus positive que la deuxième, et sinon, j'ai également lu une grande variété de genres littéraires ce mois-ci, donc j'ai décidé d'organiser les chapitres de la vidéo selon les genres littéraires. Sentez-vous libre de sauter ceux qui vous intéressent moins, il y en a pour tous les goûts ici. Et donc, commençons tout de suite, voici les 8 livres que j'ai lus en novembre. Bon, là c'est le moment de vous parler du premier livre que j'ai lu. Et je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont regardé mon update lecture d'octobre et qui se souviennent de moi, qui disaient que j'allais prendre une pause des thrillers après le marathon que je m'étais tapé. Et ça, c'était un souhait tout à fait sincère. Et j'ai bel et bien lu autre chose que des thrillers ce mois-ci. Mais le premier livre que j'ai lu était un thriller. Et donc oui, il s'agit de Ace of Spades de Farida Abiké et Imide, qui est un thriller jeune adulte. Un thriller jeune adulte, à mon avis, c'est une expérience assez différente d'un thriller adulte, donc je trouve que j'ai pas trop triché en le lisant, mais c'est sûr que j'ai triché en lisant les deux autres que j'ai lus plus tard dans le mois. Ce livre, c'est une sorte de réécriture de la série Gossip Girl et du film Get Out, dans le sens que l'autrice a tiré beaucoup d'inspiration de ces deux œuvres et le dit au début du roman. C'est pas une réécriture dans le sens où on retrouve les mêmes personnages, mais clairement les thèmes et certains des concepts sont là-dedans. J'ai trouvé que ça avait été une idée très ingénieuse de mélanger ces deux choses et je trouve que l'autrice l'a très bien fait. Et donc dans cette histoire, on suit deux étudiants noirs qui vont à une école prestigieuse et une école très blanche parce qu'ils sont les deux seuls étudiants noirs. Et un jour, ils vont commencer à recevoir des messages anonymes de quelqu'un qui révèle leurs secrets et rapidement, ça se transforme en complot où tout le monde essaie pas mal à peu près de ruiner leur vie. Pendant tout le long de ma lecture, j'avais l'impression de vivre un cauchemar. C'était bien réussi. Moi, bien réussi, je pense que c'est le mot parfait pour décrire le livre entier. L'écriture était fluide, ça se lisait super bien et rapidement. Les personnages étaient attachants, mais aussi extrêmement réalistes pour des adolescents. Ils avaient des fautes, comme tout le monde dans la vie, mais c'était pas des choses insupportables et qui faisaient qu'on n'avait pas moins envie de les encourager à se sortir de cet enfer. J'ai terminé le roman et je les aimais les deux beaucoup. Et donc, vraiment, l'exécution, c'était de qualité. Les seuls endroits où pour moi ça a perdu un petit peu de points, c'est vraiment au niveau de la finale. Le roman se lit très vite, mais l'histoire ne progresse pas nécessairement très rapidement. Il y a beaucoup de tension qui est montée, ce qui est une bonne chose. Sauf que là, ensuite, après toute cette tension qui est montée et qui tremble, mais la finale finit un peu trop instantanément. Je comprends ce qu'on a essayé de faire et ça aurait été difficile de faire durer le momentum de la fin plus longtemps, mais en même temps, j'ai vraiment été laissée sur ma faim parce que j'étais genre, ok, tout ça puis la fin représente juste quelques petites miettes sur le dessus du gâteau. Est-ce que c'est une métaphore qui a du sens? Pas sûr. En tout cas, j'ai vraiment aimé le roman, je pense que vous pouvez le comprendre, mais c'est pas un 5 étoiles, c'est un gros 4 étoiles, vraiment très bien exécuté, ça aurait pu être mieux, mais ça m'a donné une peur dont j'ai rarement fait l'expérience en lisant un thriller, alors clairement c'est quelque chose qui va m'avoir marqué. Je suis vraiment contente d'avoir aimé ce livre parce que je trouve que sa couverture est magnifique et donc je vais pouvoir l'afficher partout sans avoir de mauvais souvenirs associés avec. Pour ce qui est du deuxième livre que j'ai lu en novembre, je ne vous en parlerai pas très longtemps aujourd'hui parce que franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment le genre de roman que si j'avais pas une chaîne YouTube, je ferais juste mettre dans une boîte et oublier à jamais. Il s'agit de Milarepa de Éric Emmanuel Schmitt. C'est un roman que j'ai ajouté à ma pile à lire parce que je voyais des gens le lire et avoir des avis vraiment confus et négatifs à son propos. Et puisque je suis née dans une famille bouddhiste et donc l'histoire de Milarepa et tout, je connais, ça m'intéresse. Je voulais voir si la raison pour laquelle les gens étaient confus, c'est parce qu'ils n'avaient pas de connaissances pour le bouddhisme ou si c'était vraiment le livre en soi. Et c'était le livre en soi. C'est un texte qui ne fait que 56 pages. Mais c'était une des choses les plus chaotiques que j'ai lues de ma vie. Je trouve que c'est pas un livre qui est vraiment adapté pour des gens qui ne connaissent rien de l'histoire de Milarepa. Et je trouve que c'est un livre qui est pas non plus adapté pour des gens qui connaissent l'histoire de Milarepa. C'était juste chaotique de A à Z et j'ai vraiment pas aimé le style de la narration. Franchement, je ne recommande pas et je ne semble pas être la seule à ne pas le recommander. Donc j'ai donné 2 étoiles et je n'en reparlerai plus jamais. Maintenant, passons à quelque chose de plus positif. Il s'agit de
Lovely War de Julie Berry. C'est un livre pour lequel j'avais de très hautes attentes parce que j'avais entendu beaucoup de gens qui l'avaient adoré. Et est-ce que je l'ai adoré aussi? Oui! Donc, avant de me lancer dans mon avis, ce livre a un concept. Ouh! Est-ce qu'on en veut plus des concepts comme ça? Oui, encore une fois, la réponse est oui. Et donc, c'est un roman historique qui parle de la romance de deux couples pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que la twist, c'est que le livre entier est narré par des dieux grecs. Donc, on a la déesse Aphrodite qui nous parle de ces deux romances dans lesquelles elle a eu un rôle à jouer. Et on a les interactions des autres dieux comme Arès qui présente certaines scènes sous un angle vraiment plus axé sur la guerre parce qu'il est le dieu de la guerre. Et donc, chaque chapitre, c'est un dieu grec qui fait avancer l'histoire, mais d'une vision qui est vraiment juste basée sur c'est quoi leur spécialité en tant que dieu grec, et c'était excellent. J'ai tellement adoré cette idée que j'aimerais vraiment que Julie Berry fasse une série d'histoires qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, mais qui sont toutes narrées par des dieux grecs parce que c'était excellent. Bref. Pour ce qui est des histoires d'amour en tant que telles dans l'histoire, premièrement, on a l'histoire d'amour d'une jeune pianiste qui rencontre un jeune homme. Les deux sont vraiment faits l'un pour l'autre, sauf que malheureusement, le jeune homme doit partir à la guerre 3 jours plus tard. Et donc, c'est une romance qui mélange la distance de deux amoureux qui n'ont même pas eu la chance de vraiment tomber amoureux parce qu'ils ne se sont juste connus 3 jours. Et après, c'est toute l'incertitude et les dangers de la guerre. C'était vraiment touchant. J'ai super embarqué dans cette romance. J'ai fait le choix conscient de lire ce livre sans savoir s'il allait avoir une fin heureuse ou non au niveau des romances, et personnellement ça a vraiment été quelque chose de bénéfique à ma lecture parce que j'étais à fleur de peau, j'étais très investie et j'étais prête à avoir le cœur brisé. Pour ce qui est de la deuxième romance dans le roman, lorsque j'ai compris qu'on allait suivre deux couples, j'ai eu un peu peur parce que je voulais pas m'attacher seulement à un couple et être un peu déçue de suivre l'autre, mais l'autre était également de qualité. Son chemin était très lié à celui du premier couple, et donc la fille de ce deuxième couple était l'amie de... c'est dur à dire, était l'amie de la fille du premier couple. Vous comprenez? Et son intérêt amoureux était un garçon noir américain qui avait traversé l'océan pour participer à la guerre et faire de la musique pour les troupes noires. Les péripéties de ce couple m'ont autant affecté que le premier. Vraiment, Julie Berry, t'as réussi ton coup. Un bon concept, des bonnes romances, une belle écriture, bravo, bravo. La seule raison pour laquelle ce n'est pas un 5 étoiles, c'est encore un peu la même chose que Ace of Spades. C'est vraiment la finale qui, pour moi, n'a pas été à la hauteur de l'émotion que j'ai ressentie pendant tout le long du livre. Et donc, c'est un 4.5 étoiles sur 5. Je recommande fortement. Quatrième livre, Aujourd'hui comme hier, de Mary-Beth Keane. C'est un livre dont je vous avais un petit peu parlé dans ma pile à lire de la fin de l'année, donc youhou, je l'ai lu avant 2022. C'est une histoire dans laquelle on suit deux familles qui sont très liées parce que la fille et le fils des deux familles ont une relation très proche, sauf qu'une nuit tragique fera que les deux familles seront brisées à jamais. C'est une histoire contemporaine dans laquelle on explore la perspective de beaucoup de membres de chaque famille, et ça c'était vraiment très intéressant. Je trouve que ça apporte beaucoup de valeur à l'histoire. J'avais apprécié la première moitié du roman lorsque j'en avais parlé déjà la dernière fois, sauf que la deuxième moitié m'a vraiment encore plus frappée parce que le thème de la santé mentale était tellement plus mis à l'avant. C'était touchant, c'était beau, et c'était une évolution de l'histoire à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement. C'est un livre dans lequel il n'y a pas vraiment de vilains, il y a juste des humains brisés. Je pense que je connais pas une seule personne qui a lu ce livre, et franchement, je l'ai vraiment apprécié. J'ai donné 4.25 étoiles sur 5, donc j'espère que dans le futur, je verrai d'autres gens le découvrir parce que moi je trouve que ça valait la peine de le découvrir. Passons maintenant au cinquième livre. Il s'agit du deuxième thriller que j'ai lu ce mois-ci. Oui, j'ai encore triché, sauf que c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps et dont j'entendais beaucoup de gens parler, donc je suis contente de l'avoir fait, et il s'agit de Verity de Colleen Hoover. Dans cette histoire, on suit deux écrivaines. Premièrement, on a Verity qui est une autrice à grand succès mais qui a perdu complètement l'usage de son corps suite à un accident de voiture, et ensuite on a... c'est quoi son nom? Oh my god, je me souviens plus de son nom. Je vais l'écrire à l'écran. Et donc on a cette deuxième autrice qui, elle, ne connaît pas beaucoup de succès avec ses romans, mais sera engagée en tant que ghostwriter pour continuer la série de Verity qui était entamée et qu'elle ne peut pas terminer. C'est un thriller, mais ce que j'aurais peut-être aimé savoir avant, c'est que c'est un thriller hautement romantique. Je pense que le livre entier, si tu prends 50%,
tu peux facilement remplir ce 50% avec des scènes de sexe graphique. C'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement non plus. Donc niveau thriller, c'est sûr que j'aurais préféré que ce soit un peu moins présent. C'est quand même un livre que j'ai dévoré, je l'ai lu très rapidement, j'avais très hâte de lire la suite. Le suspense c'était un petit peu particulier parce que j'avais l'impression que tout le long du roman, je savais à quoi m'attendre pour la fin, mais le suspense c'était juste la hâte plutôt d'arriver à ce moment-là. Je sais vraiment pas comment décrire ce genre d'expérience et franchement, j'avais pas hâte de faire mon update lecture parce que je sais pas trop comment parler de mon avis pour Verity. D'un côté, j'ai passé un super bon moment de lecture et j'ai aimé les concepts, mais d'un autre côté, c'était vraiment pas l'expérience de thriller à laquelle j'étais habituée et je sais pas à quel point ça m'a déçue ou plu. J'ai lu avec un entrain sincère, mais en même temps, quand j'analyse ce qui était dans le livre, je sais pas qu'est-ce qui m'a donné cet entrain vraiment. Même au niveau de la révélation finale, on dirait qu'il y a une part de moi qui a vraiment apprécié l'idée derrière, mais une autre qui était comme je sais pas comment je me sens. Mais je pense que pour des gens qui ont plus l'habitude de lire de la romance, c'est un livre qui doit faire un bon pont pour le genre de thriller parce que vraiment, ça se lit comme une romance avec un petit peu de piquant. Puis quand je dis piquant, je parle d'éléments épeurants et non pas d'éléments 18 ans et plus parce que sinon, je n'aurais pas dit un petit peu de piquant, j'aurais dit une montagne de piquant. Bref, je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que j'apprécie toujours les romans qui sont capables de me laisser dans un état où je n'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. J'aimerais ça pouvoir vous donner un avis plus clair, mais bon, au niveau de la note, quand je l'ai terminé, c'était comme un 3 étoiles et quand j'y ai repensé après, c'était plus comme un 2,75 parce que je le comparais à d'autres œuvres 3 étoiles et j'étais genre non, c'est pas tant un 3 étoiles, mais ça pourrait être un 3 étoiles. Je sais pas, je suis perdue. Bref, passons tout de suite au prochain livre parce que là, j'arriverai jamais à éclaircir mes idées. Donc, ma 6e lecture, ça a encore été une fois une œuvre pour laquelle j'ai un petit peu triché avec ma résolution de ne plus lire de thriller, mais c'est pas un thriller techniquement, c'est plus un roman d'horreur. Il s'agit de The Final Girl Group Support de Grady Hendrix. C'est un livre qui tourne autour des Final Girls, et les Final Girls, ce sont des filles qui ont eu à traverser un événement de meurtre en série où elles ont été la seule survivante et où elles ont tué ensuite la personne qui avait tué tout le monde. Dans ce roman, il y a un peu un phénomène culte autour des Final Girls où il y a plein de séries de films basés sur leurs événements. Il y a des gros forums de groupies et de fans et de stalkers qui harcèlent et espionnent tout sur leur vie. Et donc, les Final Girls dans le livre, à chaque mois, vont se rencontrer dans un lieu secret pour parler de leurs sentiments. Je trouvais que c'était vraiment un concept intéressant, mais franchement, j'ai été sévèrement déçue par ce livre. Le premier chapitre commence et les péripéties sont tout de suite lancées. Et ça, c'est quelque chose que je peux apprécier en général. J'aime ça quand le roman ne perd pas de temps. Sauf que dans ce cas-là, on connaissait vraiment rien sur les Final Girls, on connaissait mal leur situation et tout l'aspect de culte mondial à leur propos était tellement comme vaguement expliqué que pendant tout le long du roman, j'ai jamais vraiment réussi à y croire. Tout l'engouement autour d'elle, la motivation des vilains, je sais pas, il y avait rien vraiment qui connectait avec moi. Il y avait de l'action, il y avait des personnages très intéressants, comme j'ai dit tantôt, j'aimais l'idée, mais pendant tout le long du roman, je lisais puis on dirait que ça faisait juste défiler devant moi sans que je m'attache à quoi que ce soit. Je sais pas si c'était dû à une fatigue potentielle que je ressentais face au thriller, mais sincèrement, je ne pense pas que c'était ça. Bref, c'est dommage, je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel à mes yeux, mais au final, je n'ai donné que 2,5 étoiles sur 5 à ce livre. Bon, le prochain livre va venir remonter un petit peu la note générale de la deuxième moitié de novembre, et il s'agit de L'Univers en folie de Frédéric Brown. C'est un livre de science-fiction, et je sais pas si je suis capable de vous exprimer à quel point ça m'a fait du bien de relire enfin de la science-fiction. J'avais l'impression que ça faisait un millénaire depuis la dernière science-fiction adulte que j'avais lue. Donc, L'Univers en folie, c'était le premier titre de cet auteur que j'essayais. On me l'avait recommandé parce qu'il a un style un peu loufoque, humoristique, et ça c'est quelque chose que je trouve qui concorde bien avec la science-fiction et que j'apprécie. Je dirais pas que cet élément a vraiment rayonné dans ce livre. J'ai définitivement trouvé des science-fiction avec une
une meilleure intégration de l'humour, mais c'était quand même amusant. Donc l'histoire de ce livre, en bref, commence le jour où l'humanité est supposée atterrir sur la Lune pour la première fois, sauf qu'il y a un accident avec la fusée et elle s'écrase sur notre personnage principal et ça aura la conséquence de l'envoyer dans un univers alternatif. Dans cet univers, la société est très similaire, les bâtiments, les gens, la période, sauf que la seule différence, c'est que l'humanité est vraiment plus avancée au niveau de la technologie et on a pu rencontrer à l'époque des extraterrestres qui vivaient sur la Lune, sur Mars, sur Vénus. C'est une œuvre qui a été écrite il y a très longtemps. Je pense que c'est 1949, 1959. Je vais le mettre à l'écran. Bref, bien avant qu'on ait la confirmation qu'il n'y ait pas de martiens, mais le personnage principal découvre une société où l'humanité n'est plus toute seule. Il va devoir tenter de naviguer et survivre dans cette nouvelle société et ce ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup plus de dangers dans celle-ci et des dangers qui sont encore plus dangereux parce que le personnage principal ne les connaît pas. C'est un petit livre de science-fiction qui se lisait super bien, c'était rapide, c'était amusant, ça m'a distraite, ça m'a diverti. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, mais c'était pas mal ce que j'avais besoin à ce moment-là. Le seul bémol principal que je peux trouver au roman, c'est que c'est extrêmement apparent qu'il a été écrit par un homme en 1950. Il y a 2 personnages féminins dans ce livre. Et elles ont été assez massacrées par le sexisme de l'époque, dans le sens où la fille dont on entend le plus parler, à chaque fois, dans chaque scène où elle est dans un soutien-gorge où le gars doit toujours mentionner qu'elle le remplit très bien, le soutien-gorge, et qu'il est très serré. Et vraiment, cette femme, son seul rôle dans la vie, c'est d'être belle et d'être la fille dont le personnage principal rêve. Ensuite, l'autre personnage féminin très secondaire qui n'apparaît pas beaucoup, les seules choses qu'elle dit, c'est à quel point elle est en amour avec un autre homme et là ensuite un petit peu, il y a de la tension avec le personnage principal. Bref, c'est vraiment les femmes dans ce livre-là, ils existent pour les hommes, c'est très clair. Mais bon, c'est une œuvre de l'époque, donc ça n'a pas très joué dans ma note finale. J'ai donné 3.5 étoiles sur 5 et ça même sans les éléments décevants au niveau des personnages féminins. Je pense que ça aurait été ma note quand même vis-à-vis de l'histoire. Bref, je suis contente d'avoir quand même apprécié parce que j'ai un autre roman de Frederick Brown sur ma pile à lire et donc je vais pouvoir le lire sans avoir trop peur cette fois-ci. C'est le temps de parler du dernier livre que j'ai lu en novembre et donc mon 8e livre lu ce mois-ci était The Gifted School de Bruce Holsinger. C'est un roman contemporain un petit peu similaire à celui que j'ai lu plus tôt aujourd'hui comme hier. Sauf que cette fois-ci, le récit se concentre vraiment sur l'impact que l'ouverture d'une école pour les surdoués aura sur un voisinage très privilégié et compétitif. On a la perspective de plusieurs familles dans le voisinage, de plusieurs membres de famille dans chaque famille. Et heureusement pour moi, ça n'a jamais été confus. Je sais pas comment l'auteur a réussi à rendre ça pas confus, mais bravo. C'était un sujet très intéressant. J'ai aimé comment il a été exploré, mais je trouve qu'il aurait pu être davantage exploré et tout ce qui était au niveau de l'ouverture de cette école pour surdoués, il y avait beaucoup d'éléments qui me paraissaient un petit peu irréalistes. C'était pas au point de me déranger dans le récit, mais je trouve que puisqu'il y avait déjà des petits éléments irréalistes, j'aurais aimé que l'auteur pousse son idée encore plus loin de façon encore plus folle. Au final, c'était une lecture agréable, mais pas particulièrement marquante et je pense qu'une des choses qui a peut-être fait mal à mon appréciation du roman, c'est justement que je venais de lire aujourd'hui comme hier, qui avait vraiment réussi à me toucher plus au niveau des émotions. Et vu que l'exécution du texte était pareille, j'ai vraiment pu comparer les 2 œuvres. Si le sujet de la pression que les parents peuvent mettre sur leurs enfants pour prouver qu'ils sont plus doués que les autres et permettre à leurs parents de se vanter aux autres parents face à leurs enfants, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense quand même que c'est un roman qui vaut la peine d'être lu, mais c'était pas une expérience particulièrement excitante. J'ai donc donné 3.25 étoiles à The Gifted School. J'en tire des souvenirs positifs, mais pas des souvenirs inoubliables. Et voilà, ça conclut les 8 livres que j'ai lus en novembre. Ce mois-ci, j'ai vraiment essayé de varier les genres littéraires plus que d'habitude et franchement, ça m'a plu. Alors, je vais essayer de répéter l'expérience en décembre. Je ne pense pas avoir de thriller sur ma pile à lire, alors espérons que ce soit la vérité cette fois-ci. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste tous les vendredis et exceptionnellement en décembre, ce sera à 9 h pour respecter le calendrier de l'Avent de BookTube Québec. Donc, on se revoit très bientôt. Bye bye!